grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous à travers nos stations partenaires, 23 stations à travers tout le pays. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur la prestation des Aiglons à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande. Alors, les Aiglons sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale et nous allons voir avec nos invités les chances donc de cette équipe à cette compétition. Ousseini Guindo est dirigeant sportif, Mohamed Soumaré est analyste sportif et Bakara Diallo, journaliste sportif également. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Nouhoumdire est à la technique. Studio Tamani. À ce stade de la Coupe du Monde de football junior 2015 en Nouvelle-Zélande, les Aiglons se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant le Ghana 3-0. Et donc après s'être inclinés 2-0 devant la Serbie, juste après leur victoire face au Mexique, 2-0 lors de leur premier match de la compétition, sans oublier donc le nul face à l'Uruguay. Alors beaucoup diront au suivant, mais au-delà de la passion, quelles sont les chances, les réelles chances de cette équipe avec vous, Mohamed Soumaré, pour entamer cette émission? Bonjour M. Sidibé et bonjour à tous les auditeurs. Je dirais que après un début de compétition tonitruant face au Mexique et une défaite face à la Serbie, le public était assez dubitatif, mais ça fait 2 matchs qu'au niveau de la prestation de jeu, dans le fond de jeu, on voit une équipe malienne comme on aime la voir, une équipe joueuse qui maintient beaucoup et qui fait tourner la balle, qui est vraiment joueuse et qui marque aussi. Donc à ce stade de la compétition, on dit qu'il n'y a pas de favori et les débats sont ouverts. Ce qu'on peut faire, c'est de souhaiter bonne chance aux nôtres. Alors, on estime souvent que c'est le choix donc des hommes qui est souvent à la base donc des victoires, des prestations, des brillantes prestations donc des Aigles du Mali à l'étranger. Alors, Ousseini Guindo, vous êtes dirigeant sportif. Est-ce que vous pensez que les meilleurs sont en Nouvelle-Zélande? Bonsoir M. Sidibé, bonsoir le monde sportif, bonsoir tous les auditeurs. Effectivement, comme vous avez dit, moi je pense bien que l'entraîneur pour un début, il a fait un bon travail parce qu'il a pu retrouver tous les meilleurs jeunes. Il a les bons jeunes à son niveau, mais malheureusement, il n'a pas su bien gérer son effectif. Parce que les jeunes vont passer toute leur vie à regretter la CAN de Dakar, parce qu'ils pouvaient bien le remporter. Qu'ils ont raté. Oui, qu'ils ont raté. Bon, les 2 premiers matchs, sinon les 3 premiers matchs, je peux dire à la phase poule, l'entraîneur avait aussi un peu essayé d'insister sur son statu quo de Dakar. Parce que peut-être il voulait se donner raison, certainement. On ne sait pas. Mais maintenant, je ne sais pas, il a pu avoir ce réflexe de revenir, de ramener les jeunes à leur poste initial. Et puis, voilà, je pense que tous les jeunes se sont retrouvés. Il y a 7 académiciens là-dedans, sinon 6 académiciens qui sont là-dedans, qui sont dans l'effectif. Et le 7e jeune joue avec les académiciens, qui est au Real, le défenseur central, Souleymane Koulibaly. Et puis Djigui Diarra aussi, c'est un habitué de ces académiciens-là, parce que c'est un gamin qui était dans la cellule avec moi, parce que moi je connais tous ces jeunes-là, je les ai eu tout petits, je les connais. Donc, il faisait des va-et-vient à l'académie. Il a fait beaucoup de compétitions avec eux. Donc, 11 sur 8, déjà, pendant plusieurs années, ils sont ensemble. Je pense que c'est une bonne chose, puisqu'ils ont eu aussi une formation de qualité. Donc, avec l'expérience, moi, je pense que ces jeunes peuvent aller loin. Mais ce qui va se déterminer, c'est le discours que l'entraîneur va leur tenir. C'est des jeunes gamins. Ils ont fait un très bon match. Sinon, le meilleur match du tournoi, pour l'instant, je pense bien, moi, à mon analyse, c'est le match Mali-Ghana. Vu la qualité des buts. Qu'ils ont remporté 3 buts. Oui, qu'ils ont rapporté 3 buts. C'est le meilleur match. Ce n'est pas le meilleur match des Maliens seulement. C'est le meilleur match de ce mondial-là, pour l'instant. Donc, bravo à l'Afrique. Et puis, que les jeunes soient sages, qu'ils restent sages, qu'ils sachent se tenir.
et que l'entraîneur puisse avoir des bons mots pour les galvaniser. Et contre l'Allemagne, tout est possible. D'accord. Alors, nous allons voir avec vous, Bakara Diallo, vous êtes analyste sportif, journaliste sportif. Est-ce que les Aigles peuvent faire mieux que Dakar lors de la Coupe d'Afrique? Bonsoir. Ils se sont retrouvés dans les 4 premiers. Bonsoir à tous les auditeurs. Moi, je pense qu'ils peuvent mieux faire et ils doivent mieux faire. Parce qu'à Dakar, faire mieux que Dakar ou bien faire mieux que Dakar. Faire mieux que Dakar parce que j'ai eu la chance de faire le déplacement avec eux à Dakar. Donc je connais bien ces jeunes. Je sais qu'ils pouvaient aller loin, même si le Sénégal a eu un coup de pouce pour les éliminer en demi-finale. Là, il ne faut pas oublier, parce que tous les Sénégalais l'ont dit même sur place, que le Mali a été quand même triché pour que le Sénégal puisse aller en finale. Mais que cela ne tienne, le Mali n'a pas joué au Sénégal sur sa vraie valeur. Pourquoi nous pensons à notre niveau que l'entraîneur n'a pas su gérer les hommes, il n'a pas su mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne sait pas quel joueur doit jouer avec quel joueur. Je crois qu'il y a eu ces petits problèmes. Et puis, il a tenu tête parce que nous, on ne peut pas comprendre que lors d'un match, par exemple, que Anama Samasekou devienne meilleur joueur de ces matchs. Le match suivant, il est éliminé, il est sur le banc de touche. Moi, je dis, c'est l'entraîneur. Le casting n'était pas bon. C'est l'entraîneur seul qui a la réponse. Je pense que, contrairement à Dakar, il y a des jeunes quand même qui n'ont pas été à Dakar, qui sont avec lui là-bas. Je pense qu'ils peuvent aller loin, même si l'Allemagne, il faut dire, l'Allemagne est un gros morceau. C'est une équipe très solide parce que l'équipe qui a pu tenir quand même tête au Nigeria pendant plus de 70 minutes. Parce que le Nigeria, ils ont marqué très tôt face au Nigeria, mais ils ont pu résister jusqu'à la fin. Le Nigeria, ils ont gagné 1-0. Ce qui veut dire que c'est une équipe très, très costaud en défense. Le Mali garde tout de même ses chances, puisque c'est la première fois, si je ne m'abuse, que le Ghana sort en si bon chemin et à ce stade donc, de la compétition après cette participation. Oui, vous savez, le Mali et le Ghana se connaissent bien. Ils se sont affrontés 2 fois à Dakar, en phase de poule. Le Mali a gagné 1-0. Lors du match de classement, même si l'équipe malienne était démotivée, le Ghana a gagné 3-1. Donc les deux équipes se connaissent suffisamment bien. Et le Ghana, les Ghanéens nous disaient à Dakar que le Mali avait la meilleure équipe. Donc, et même, ils savaient qu'ils savent qui était en face. Qui était en face, justement. Alors, faire mieux que ses prestations antérieures, peut-être à ce mondial, mais faire mieux que les cadets, est-ce que c'est possible Enfin, faire mieux que les cadets, peut-être pas, mais au même niveau que les cadets qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, Mohamed Soumaré, est-ce que vous pensez que ces jeunes peuvent remporter cette coupe? Bon, remporter la coupe, là, je ne vais pas trop m'aventurer parce que là, c'est une compétition et là, il y a des adversaires en face. Mais ce qui est important dans une compétition, c'est d'abord d'avoir l'esprit de compétition, que les jeunes soient concentrés. Au-delà de l'aspect tactico-technique, il y a l'environnement, il y a beaucoup de choses autour de l'équipe qui doivent être bien mises en place pour arriver au résultat final. Parce que la gestion d'une compétition est difficile, autant pour les joueurs, l'encadrement technique, que pour les dirigeants. Parce que vous savez, c'est des jeunes, c'est des adolescents. Là, il faut tout le temps être à côté d'eux, tout le temps leur parler, tout le temps les recadrer. Et souvent, ce n'est pas facile. Il faut être doté d'une certaine pédagogie pour le faire. Donc, il y a aussi l'aspect tactico-technique, on en a parlé. Mais en face aussi, il y a les adversaires. L'Allemagne, quand même, l'Allemagne est une grande nation de football. Vous le savez, la plupart de nos entraîneurs, dont celui qui est sur place, a été formé en Allemagne. Il connaît assez bien le football allemand. Le coup est jouable, mais je pense qu'il n'est pas bon de s'aventurer et de trop mettre la pression sur les jeunes. Est-ce que vous pensez justement que les jeunes ont aujourd'hui la tête à la victoire? Est-ce que l'environnement est propice aujourd'hui à cette victoire contre l'Allemagne d'abord? Contre l'Allemagne d'abord, oui. Dans ce genre de compétition, surtout à ce stade de la compétition, ce sont des matchs couperés. Là, il faut prendre les matchs 1 à 1. Donc ce match, il faut qu'il le prépare dans la plus grande quiétude. Et là, je pense qu'à 10 000 lieues de Bamako,
Là, la sérénité existe. Sinon, vous savez que Dakar, c'est la porte à côté avec toute la colonie malienne et tout ça, et toute la pression et tout ce qui se dit à côté. C'était peut-être pas facile à Dakar. Bakara pourra peut-être le confirmer. C'était peut-être pas facile pour les jeunes de supporter tout cela. Mais à 10 000 lieues de Bamako, je pense que là, ils sont déchargés de toutes choses et ils n'ont qu'un seul objectif. Ils sont là pour ça. Ils en sont conscients. Et là, on a suivi quelques interviews. Ils sont conscients de l'enjeu et ils aimeraient entrer dans l'histoire. Et là, je pense que c'est déjà quelque chose. Alors, pour résumer un peu cette prestation depuis le début de la compétition, une défaite, un nul et 2 victoires. Est-ce que vous pensez que, ou bien dites-nous ce qui s'est passé durant ce match Mali-Serbie? Mali-Serbie, ils ont perdu. Oui, qu'ils ont perdu 2 buts à 0. Là, je l'avais dit à un de vos confrères, sur la radio nationale d'ailleurs, avant le début du mondial, que l'équipe que je redoutais la plus, c'était l'équipe de Serbie. Parce que vous savez que la Serbie est issue de l'ancienne Yougoslavie. Or, les meilleurs entraîneurs du monde dans le temps venaient de l'ancienne Yougoslavie. Et là, c'est la partie du monde où il y a les meilleures formations de jeunes. Malheureusement, avec l'environnement économique, c'est des équipes qui n'arrivent pas à émerger, mais c'est des équipes qui produisent de très bons joueurs, aussi bien sur le plan technique que sur le plan tactique. Parce que ce sont dans ces pays, la formation ne commence pas par le ballon. Ça commence d'abord par le placement, le replacement et le déplacement tactique sur le terrain. Donc, vous avez vu comment le match s'est passé. Le Mali a eu 63% de possession de balles, mais pratiquement la possession s'est passée la majeure partie du temps dans le camp malien. Et quand on arrivait dans les 30 derniers mètres serbes, le système était bloqué. Parce que là, les Serbes avaient bien étudié. Et puisqu'ils ont une certaine rigueur tactique, là, ils ont bien bloqué le Mali. Et c'est le match que je redoutais. Malheureusement. Et vous avez vu qu'en 2-3 passes, ils arrivaient dans notre camp et ils arrivaient à marquer. Donc là, ce n'était pas une question de niveau ou quelque chose comme ça. Mais sur le plan tactique, il y avait un plus de l'autre côté. D'accord. Alors, nous allons voir avec vous, Hussein Guindo, vous êtes dirigeant sportif. Est-ce que la pression, c'est aussi sur les entraîneurs? Si, la pression, c'est sur les entraîneurs, surtout sur les entraîneurs, parce que déjà, ce que nous disons ici, moi, mes propos aussi, sont une pression, et c'est une pression sur l'entraîneur. Donc, moi, je pense bien qu'il faut que l'entraîneur sache c'est surmonter cette pression-là, et qui regarde les jeunes en face. Il a une chose à voir. Il a une équipe, il a le meilleur groupe de ce tournoi-là. Je ne connais pas les autres groupes, mais je suis sûr que le groupe malien, c'est le meilleur. Pourquoi? Il y a 8 gamins qui sont titulaires, qui ont fait à peu près 6 ou 8 ans ensemble, qui sont tout le temps ensemble. C'est des amis. Ils se fréquentent, ils sont tout le temps ensemble, ils se connaissent bien, ils se parlent. Ça, c'est un. De deux, il y a des bons mineurs. Par exemple, il y a une chose que les gens ne connaissent pas, c'est Djadji. Et c'est Adama. On les voit jouer, mais c'est des mineurs d'hommes. Ceci, les discours qu'ils tiennent, à peu près, si vous imaginez, c'est des discours des adultes. C'est des gamins qui ont des fortes personnalités. Ils savent communiquer avec les autres. Déjà, l'entraîneur, il y a un pré-travail qui a été fait sans que lui, il n'intervienne. Il y a ça. Deuxièmement, ce même nombre de gamins ont subi une formation de qualité, je suis sûr, sur le plan mondial. Aujourd'hui, l'Académie GMG Football doit être parmi les meilleurs formateurs. Donc, déjà, il y a des jeunes qui ont fait 6 ans ici aussi, 6 jeunes qui ont fait 6 ans ou 8 ans dans cette académie de haut niveau. Donc, vous tablez sur la cohésion. Voilà, la cohésion et la qualité. Est là, la cohésion et la qualité est là. Et l'entraîneur aujourd'hui a retrouvé son groupe. Il a fait jouer et il continue de faire jouer les gamins à leur place. Et moi, je pense que cette équipe peut aller loin. Comme mon frère le disait, il faut savoir bien gérer l'environnement. D'accord. Ouais. Nous allons observer quelques secondes de pause. Ensuite, nous repartirons avec la deuxième partie de cette émission consacrée aux moyens mis à la disposition donc, de cette équipe. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani sur les réseaux sociaux, c'est notre page Facebook et notre compte Twitter qui sont là pour vous.
pour donc recueillir vos réactions. Et n'oubliez surtout pas de faire un tour sur notre page, sur notre site web, pardon, j'y arrive, www.studiotamani en un seul mot.org. Alors nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir sur la prestation et les chances des aiglons maliens qui sont aujourd'hui en Nouvelle-Zélande participant à la Coupe du Monde Junior donc 2015. Alors cette deuxième partie est consacrée donc aux moyens mis à la disposition donc de cette équipe qui est en Nouvelle-Zélande et qui représente le Mali. Alors juste avant d'entamer cette partie, nous allons demander à Bakara Diallo, qui est journaliste sportif, si cette génération est comparable à celle de Seydou Blin Keita. Merci. Moi, depuis en partant à Dakar, j'ai dit aux gens que c'est la meilleure génération que le Mali n'ait. Mieux que les Seydou? Mieux que les Seydou. Pourquoi? Mais avec les Seydou, on pouvait prendre quelques cadres qui s'immergeaient, qui étaient au-dessus du lot, quelques 4 ou 5. Cette fois-ci, on peut prendre 10 jeunes qui sont tous doués. Moi, j'ai vu, par exemple, le numéro 4 qui joue sur le couloir. On ne peut pas citer tout. Il y a beaucoup de Seydou et beaucoup de Dissa dans cette équipe. Alors qu'avec les Seydou, il y avait quelques-uns qui étaient au-dessus, Seydou, Dissa, et 4 ou 5. Mais cette fois-ci, je vous avoue, même le banc du Mali est très riche. D'accord. Alors, c'est peut-être comparable au Real ou bien au Barça. Alors, nous allons voir les moyens donc mis à la disposition donc de cette équipe. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer, Mohamed Soumaré, que cette équipe a dû utiliser un même jeu de maillot 2 fois? Bon, là, je ne peux pas le confirmer parce que là, je l'ai entendu un peu comme tout le monde. Mais franchement, je ne peux pas le confirmer parce que là, pour le confirmer, il faut écouter de l'autre côté aussi. Là, je ne le confirme pas. Vous ne pouvez pas confirmer? Là, franchement, je ne peux pas le confirmer. Est-ce que vous pensez qu'à ce stade d'une telle compétition, on doit se permettre quelques écarts, que ce soit un manque de maillot ou bien un truc de ce genre-là sur place? Non, comme je vous l'ai dit, je ne le confirme pas. Qu'est-ce que cela fait au moral? Je ne le confirme pas, mais en fait, dans une compétition est un tout. Comme je l'ai dit, c'est un tout. Et le football ne commence pas par les footballeurs. Le football commence par toute une organisation qui est mise en place. Et là, les footballeurs viennent trouver en place l'organisation. Ils se fondent dans le moule et ils continuent. Maintenant, quand il y a un couac dans l'organisation, comme ça se passe le plus souvent dans les pays africains, là, ça peut amener quelques frustrations de part et d'autre. Mais il suffit qu'il y ait des meneurs d'hommes dans l'équipe pour mener le bateau à bon port et pour faire fi de certaines choses, surtout que le plus souvent, comme on le dit, on est en Afrique. Alors, on est en Afrique, précisément au Mali, où c'est Niguino. Et qu'est-ce que ce genre de couac peut, par exemple, faire au moral des joueurs, vous qui êtes dirigeant sportif? Oui. Bon, moi, je parle en tant qu'éducateur. Si j'étais là-bas, que ce soit du côté des footballeurs ou du côté des dirigeants, je devais demander au groupe de surmonter cela. Ce n'est qu'un petit détail. Déjà, si on a des maillots pour jouer, on joue, on est parti pour gagner. On veut honorer notre peuple. Et voilà, allons-y. Oublions ces petits détails-là. Voilà, moi, c'est ma vision. Petit détail, mais qui peut parfois faire la différence. Bakara Diallo, quel est votre avis sur cette question? Je pense que, comme Soumaré l'a dit, je ne confirme pas, mais si ça trouve qu'il y a ces problèmes, bon, l'incidence peut être moins grave qu'avec les seniors. Peut-être avec les seniors, et ils sont déjà mûrs, ça peut jouer sur leur morale, mais maintenant on est avec des catégories de jeunes, peut-être qui peuvent ignorer cet aspect, mais quand même, c'est un truc qui ne devait pas arriver, si c'est vrai que c'est arrivé. Vraiment, moi je pense. D'accord. Alors aujourd'hui, comment peut-on évaluer les progrès donc, qui sont apportés et qui sont menés vis-à-vis des équipes lors des déplacements à l'étranger, Mohamed Soumaré? Est-ce qu'il y a eu de l'amélioration? Oui, par rapport à il y a 15-20 ans, je pense qu'il y a de l'amélioration. Parce qu'il y a 15-20 ans, je vous le rappelle, il y a certaines de nos équipes qui dormaient dans les aéroports, sur les bancs des aéroports. Maintenant, il y a même une commission qui est mise en place. Il y a souvent même des
des précurseurs qui sont envoyés sur les lieux de compétition, qui choisissent les hôtels, les déplacements et autres. Et là, il y a des choses qui se passaient il y a 10-15 ans qui ne se passent plus réellement. Au fil du temps, la gestion s'est améliorée. Mais il y a un fait important qui est à noter. C'est que pendant longtemps aussi, nous n'avons pas participé à certaines compétitions. Or, quand on participe aux compétitions, on acquiert de l'expérience. Pas seulement au niveau des joueurs ou de l'encadrement technique, mais aussi au niveau de l'organisation. Parce que le monde est en perpétuel mouvement. Et l'organisation change chaque année, pratiquement. Et lorsque vous mettez un certain temps sans participer aux compétitions, vous êtes carrément en déphasage avec le niveau d'organisation mondiale ou universelle. Donc là, c'est quelque chose d'important à noter. Mais sinon, aujourd'hui, je pense que par rapport à il y a quelques années, il y a de l'amélioration, même si encore il y a des choses qui restent à parfaire. Alors, Hussein Guindo, aujourd'hui, la Fédération malienne de football enregistre quand même quelques victoires, notamment cette première Coupe d'Afrique au niveau des cadets. Même si c'est la première ici au Mali pour l'instant, est-ce que vous pensez que cette fédération est mieux que les fédérations antérieures? Bon, je ne dirais pas que cette fédération est mieux que les fédérations antérieures parce que ils sont quand même plus chanceux, parce qu'il faut le dire. C'est à leur époque que le Mali a eu la première coupe continentale. Ça, c'est d'une équipe nationale. Donc ça, c'est très important. Mais dire que cette fédération est meilleure par rapport aux autres fédérations, ça, je ne pourrais pas dire parce que c'est trop parler. Je les respecte tous. Et je préfère les encourager et les féliciter encore que la même année, l'équipe nationale junior s'est qualifiée à la phase finale de la Coupe continentale et puis à la phase finale de la Coupe mondiale, de la Coupe du monde aussi. Donc franchement, on attend les aigles. On attend les aigles. C'est pas suffisant, mais le plus important, c'est les aigles. Et je pense que ça sera le samedi, quoi. D'accord. Alors, Bakara Diallo, vous êtes journaliste sportif. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la différence qu'il y a entre ces différentes fédérations? Ok, merci. Moi, je ne note pas beaucoup de différences entre ces différentes fédérations. Je vais vous dire, ce sont ces mêmes gens qui ont géré ce football pendant plus de 20 ans. Ce sont les mêmes gens. Et rien n'a changé. Seulement, les hommes n'ont pas changé en réalité. Seulement, ils ont changé de poste. Si on prend un à un, on va trouver que tous ces gens qui sont aujourd'hui... Ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là. Donc, pratiquement, il n'y a pas eu de changement. Seulement, je crois qu'il y a eu beaucoup de divergences de vues ces derniers temps. C'est ce qui est en train de jouer. C'est ce qui est en train de jouer entre les relations qui se trouvent entre ces hommes. Sinon, ce sont les mêmes gars qui ont dirigé pendant plus de 20 ans le football malien. D'accord. Merci beaucoup, Bakara Diallo. Alors, je me tourne vers Soumaré. Mohamed Soumaré, vous êtes analyste sportif. Aujourd'hui, le foot, c'est un tout. Nous parlons des Aiglons, mais nous allons également toucher deux mots sur les seniors en parlant de l'entraîneur Alain Giresse qui est donc de retour après avoir été limogé. Est-ce que vous pensez que ce perpétuel changement d'entraîneur arrange l'équipe, est au bénéfice de l'équipe nationale? Ça construit quelque chose? À mon avis, non. C'est pratiquement le 11e entraîneur en 11 ans. Et là, franchement, j'avoue que ça ne construit pas grand-chose. Et là, en son temps, on l'a dit, il fallait prendre un entraîneur sur la durée pour construire quelque chose de durable. Mais encore, ce qui est encore plus grave, c'est que les entraîneurs qui partent ne laissent pas de repères. Il n'y a pas de rapport déposé, il n'y a aucun repère. Donc l'entraîneur qui vient en place, se trouve carrément en terrain inconnu et il bâtit sur un champ de ruines. Et ce qui est dangereux. Maintenant, il va falloir mettre en place une organisation pour d'abord donner une identité de jeu au football malien. Parce que jusqu'à présent, à ce que je sache, le football malien n'a pas d'identité de jeu. On ne peut pas savoir, le football malien est-il technique, est-il physique, et joue-t-il sur la rapidité, sur les contres? Là, vraiment, au niveau de nos équipes nationales, c'est pratiquement un jeu hybride qu'on a depuis quelques années. Chaque entraîneur qui vient n'a aucun repère, il vient avec sa façon de penser, il ne voit rien sur place, donc il amène sa façon de penser. L'autre vient à sa place, il choisit encore une autre manière. Et là, ça dénature même le jeu des joueurs.
Donc, à mon avis, travailler sur le court terme avec un entraîneur ne résout pas le problème. Il va falloir réfléchir à comment maintenant choisir un entraîneur sur le long terme, à se donner des objectifs à long terme et à mettre en place réellement une identité de jeu pour le football malien pour que lorsqu'un entraîneur vienne, qu'il se fonde dans le moule. Alors, pensez-vous que Alain Giresse soit l'homme aujourd'hui sur la durée? Oui, il peut être sur la durée parce qu'on se rappelle qu'en 2012, quand il est parti, bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, mais bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Il serait parti pour des raisons de sécurité à une époque où réellement au Mali ça n'allait pas beaucoup. Maintenant il revient en terrain connu, surtout que la plupart des joueurs qui se trouvent en équipe nationale sont ceux qui ont débuté avec lui. Je ne parle pas des cadres comme Sédou Keita et autres, mais il a fait venir des joueurs Bakary Sako et autres qui sont aujourd'hui en équipe nationale avec lui. Il est en terrain connu, donc là on peut travailler avec lui sur la durée, mais pourvu qu'on se fixe bien les objectifs et que là il y ait vraiment des repères pour qu'on aille de l'avant. Alors, ça c'est l'équipe A aujourd'hui. Est-ce que ces entraîneurs qui mènent les équipes cadettes et juniors à ces différentes compétitions sont logés à la même enseigne que les expatriés, les entraîneurs expatriés? Ousseyni Guindo. Bon, non, parce que les entraîneurs expatriés ont moins de pression. Ils ont moins de pression parce que socialement, déjà, ils n'ont rien à voir avec les familles ou autre chose et les joueurs. Bon, deuxièmement, ils sont plus respectés parce que vous savez, le problème, ce n'est pas le Mali seul, hein, c'est toute l'Afrique. En matière de foot, on est complexé. C'est-à-dire, quand un Européen vient ici, on pense que c'est quelqu'un qui peut tout changer tout de suite. Alors qu'un Africain, on n'a pas du respect pour lui. Les GSEC, c'est lui. S'il y a tout de suite quelque chose de bien, c'est un responsable qui est là, un mécène qui est là, il n'est pas du tout respecté. Alors que moi, je pense que, comme mon frère le disait, on doit changer la manière de choisir les entraîneurs. Au lieu de faire venir les entraîneurs d'Europe, leur donner des dizaines de millions par mois, alors qu'ils viennent que pour des matchs ponctuels et repartir. Peut-être dans l'année, quand on voit leur séjour, ça ne dépasse même pas 90 jours au Mali. Le reste est à l'étranger. Et le reste est à l'étranger. Et aux frais du contribuable. Et voilà, aux frais du contribuable. Alors qu'on peut avoir une consultance, ou je ne sais pas quel terme je vais utiliser, c'est-à-dire avoir un technicien sur place, comme l'a dit, qui va voir de la base jusqu'au sommet, et qu'un entraîneur national de haute personnalité soit nommé, qui dirige les matchs. Je pense qu'avec ça, on peut avoir un système de jeu, on peut avoir une identité, et que ça ne fera que motiver, ça ne fera que révolutionner le football. Sinon, comme ça, on va rester comme ça. Hein. Nous allons rester, et peut-être c'est la qualité des jeunes seulement qui vont nous amener là où nous devons arriver. C'est tout. Sinon, ils ne pourront rien nous apporter en réalité. Est-ce que cette différence d'entretien par rapport aux entraîneurs locaux et étrangers influe sur le résultat, Bakary Diallo? Oui, je pense bien. Je suis d'accord avec son mari quand il dit qu'il faut construire dans la durée. Oui, je suis d'accord quand il dit que Giresse peut beaucoup faire. Oui, mais on est avec Giresse. Il est parti la fois dernière parce qu'il y a l'insécurité. Et cette fois-ci, et si l'insécurité revient, est-ce que Giresse va rester? La force Barkhane, c'est la question qu'il faut se poser. Mais vous avez dit les entraîneurs des petites catégories, en général, sont des fonctionnaires de l'État. Ce sont des fonctionnaires. Par exemple, celui qui est là-bas avec les juniors, il est le directeur du stade du 26 mars. Donc il est sous pression. Parce que c'est quand même un fonctionnaire. Il a son chef, ses chefs qui sont là-bas avec lui. Donc il est sous pression. Alors que les blancs qui viennent ne sont pas sous cette pression. La majorité de nos entraîneurs qui sont là, qui prennent les petites catégories, sont des fonctionnaires de l'État. Donc il y a un problème. Y a-t-il des primes supplémentaires? C'est là. On avait fait, à un moment, on avait dit que le ministère avait fait un texte comme quoi, quand on est fonctionnaire de l'État, on ne peut pas devenir entraîneur pour ne pas bénéficier des salaires. Mais on ne respecte pas.
Alors Par exemple, au niveau des du entraîneurs expatriés bénéficient du multiple... alors qu'ils ne font même pas. Moi, je pense qu'il a touché du doigt au problème. Et moi, je pense qu'on prend les entraîneurs expatriés, ils viennent pour quelques 2 ou 3 jours. Ils s'en vont. Il n'y a pas de base ici. Ils ne construisent rien. Ils sont basés en Europe. Ils viennent juste pour mettre des tactiques en place pour ces matchs. Le match est terminé. Ils rentrent en Europe. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut soigner. D'accord. Nous allons observer quelques secondes avant de pause, avant la 3e et dernière partie de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani, le suivi des aigles après les compétitions comme celle de la Nouvelle-Zélande. Nous allons donc voir décrypter cette thématique avec nos invités. Je vous rappelle que cette émission est consacrée à la prestation des aigles en Nouvelle-Zélande lors donc des aiglons juniors lors de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Comment assurer aujourd'hui le suivi et garantir les chances de réussite des aigles après les compétitions de haut niveau, comme c'est le cas actuellement, Mohamed Soumari. Le suivi des aigles, le suivi des footballeurs après une telle compétition. Oui, là, je pense que cette fois-ci, le suivi sera beaucoup plus facile que les fois dernières parce qu'il y a des échéances qui attendent, notamment le championnat d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, parce que beaucoup de ces joueurs pourront intégrer cette équipe-là. Et je pense que le plus important, c'est de ne pas trop leur mettre la pression. C'est-à-dire les mettre en équipe nationale tout de suite, leur demander un certain résultat alors qu'ils sont jeunes. Là, je pense que ça risque d'être comme la génération passée, la génération des Sédou, qu'on attendait beaucoup parce qu'ils avaient une pression assez lourde, les Sédou, les Djila et autres. Et malheureusement, ils n'ont pas pu dépasser le stade des demi-finales. Pas parce qu'ils n'avaient pas le talent. Lors de la Coupe du Monde Junior. Oui, lors de la Coupe du Monde Junior et même lors de la Coupe d'Afrique en 2004 et en 2002 ici à Bamako. Mais c'est parce qu'ils sont montés très tôt en équipe nationale, on leur a mis la pression, ils n'avaient pas le dos assez large pour supporter cette pression et malheureusement, on a ensuite connu une certaine traversée du désert. Donc cette fois-ci, il va falloir aller lentement. Il y a d'abord l'échéance du championnat d'Afrique des Nations des moins de 23 ans à Dakar entre novembre et décembre. Et ensuite, au cas où on se qualifierait pour les Jeux Olympiques, il y aura les Jeux Olympiques et il y aura aussi les éliminatoires des Jeux africains. Je pense que là, ils auront la chance d'acquérir de l'expérience, d'aller doucement et d'entrer petit à petit en équipe nationale. Il y a certains qui sont prêts peut-être pour l'équipe nationale, mais pas tous. Là, il va falloir être prudent et ne pas trop mettre la pression. Est-ce que vous partagez cette analyse, Ousseini Kindo, dirigeant sportif? Oui, je partage cette analyse, mais je voudrais aussi rajouter qu'il faudra au moins une direction technique dynamique qui les appuie dans ce sens, qui organise la proposition qui vient de faire. Voilà, c'est tout. Pour le suivi. Alors, pensez-vous que cette génération peut avoir le même avenir que les Seydou Keita? Plus. Je suis sûr. Sur quoi est-ce que vous vous basez? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Parce que les Maliens y croient maintenant. Les Maliens y croient. Parce que l'organisation aussi a changé. Et je pense que les jeunes sont plus conscients qu'avant. Oui, bon. Et encore, il y a la pression derrière aussi parce que les jeunes viennent. Ça aussi, il y a cette pression. D'accord. Donc, oui. Alors, Bakara Diallo, vous êtes journaliste sportif. Peut-on demander plus à ces joueurs qui sont en Nouvelle-Zélande que l'on a demandé au Seydou Keita Non, je ne pense pas. Je les rejoins. Moi, je dis pour un bon suivi, il faut une direction technique forte. Ici, malheureusement, notre direction technique est pratiquement inexistante. C'est ça le problème du football malien. Tous les problèmes du football malien, c'est la direction technique. Le directeur technique n'existe pas. Il n'y en a pas, pratiquement. Il est là de nom. Parce que est-ce que c'est de sa faute? Il y a même des grands déplacements que l'équipe nationale fait. Sans la direction technique. Est-ce que c'est de sa faute? Ça peut être de sa faute. Parce que moi, je pense que si on te donne une tâche, on ne te donne pas les moyens d'accomplir ton travail, tu peux démissionner. Quand tu ne démissionnes pas, tu assumes. Ce qui n'est pas dans l'habitude du Malien.
Voilà. Quand tu ne démissionnes pas, tu cautionnes, tu es d'accord avec ce qu'ils font, donc ça te suffit ce que tu fais. En tout cas, moi je pense que ces jeunes, on a l'occasion encore une fois d'avoir une génération qui peut donner un trophée au Mali. Moi je pense. Il a dit, il faut un bon suivi. Et pour cela, il faut une direction technique. C'est aux autorités de réfléchir. Alors, Mohamed Soumaré, nous parlons aujourd'hui des juniors, mais les cadets ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Quel suivi est-ce qu'il a été fait donc de ces joueurs? Il y a des joueurs, oui, il y a des joueurs qui évoluent déjà dans leur club régulièrement. Mais pour le moment, le regroupement n'a pas commencé parce que la Coupe du Monde se déroulera dans quelques mois encore au Chili, surtout au mois de septembre. Là, pour le moment, pas dire grand-chose là-dessus, mais ce sont des joueurs qui évoluent régulièrement dans leur club, aussi bien au niveau des juniors que certains au niveau de leur équipe Fagnon. Certains ont tellement progressé qu'ils sont déjà en équipe Fagnon de leur club. D'autres évoluent avec les juniors régulièrement dans le championnat. Et là aussi, il faut le dire, c'est à l'actif des autorités sportives du Mali parce que le championnat junior est pratiquement organisé dans toutes les régions. Et donc, ils jouent régulièrement là-dedans. Donc l'entraîneur se déplace, je le vois sur les réseaux sociaux, il se déplace de temps en temps pour suivre le match de cet ténor. Et là, c'est une bonne chose. Mais pourvu que pour la Coupe du Monde, que la préparation soit meilleure à celle qui s'est passée à Toulouse avec les juniors. Alors, on a tout le temps parlé, on a beaucoup parlé de cette équipe A vieillissante. Est-ce que, avec ces jeunes qui font de belles prestations actuellement, peuvent un jour casser ce mythe du maintien au niveau des équipes A? Bon, la concurrence au niveau, ça va dépendre d'eux-mêmes, hein, parce que souvent il y a des orientations qui font que certains jeunes entre la catégorie junior et la catégorie senior disparaissent des écrans radars. Souvent, il y a des jeunes qui sont tellement pressés d'aller à l'étranger qu'ils font des mauvais choix sportifs. Et ils se retrouvent dans des championnats de seconde zone, ou bien ils se retrouvent ballottés entre certains clubs, ou même entre certains avions par le fait de certains agents de joueurs véreux. Et là, ils disparaissent des écrans radars, ils disparaissent souvent comme une étoile filante. On ne les retrouve plus et ils deviennent plus compétitifs. Donc tout va dépendre d'abord. C'est vrai qu'il y a le suivi au niveau des dirigeants, mais il y a eux-mêmes, leur carrière sportive, les choix sportifs qu'ils feront. Donc s'ils font de bons choix sportifs, ils s'intègrent bien, ils arrivent à être titulaires, à être compétitifs dans leur club. Je ne vois pas de raison pour qu'ils n'intègrent pas l'équipe Fagnon de l'équipe nationale. Alors, quels sont les dérapages aujourd'hui à éviter pour ces jeunes-là qui sont pressés d'aller tenter leur chance à l'étranger au Sénéguindo? Oui, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Ce qu'il faut leur dire, il faut qu'ils soient patients. Il faut qu'ils mûrissent d'abord. Parce que quand ils vont dans des conditions précaires, comme Soumaré l'a dit, il ne faut pas qu'ils s'attendent à une grande chose, à faire une grande carrière. Peut-être par chance, certains y arriveront, mais la majorité n'arriverait jamais. Donc ils partent mûrs, qu'ils mûrissent d'abord, et après, on verra. Alors, est-ce que vous êtes d'avis, Bakary Diallo? Tout à fait, mais ça c'est pratiquement impossible au Mali parce que les parents, ils sont aux aguets, ils ont besoin d'argent. Donc quand un dirigeant dit par exemple à mon fils qu'il ne part pas parce qu'il n'est pas mûr, alors que moi je vois, je n'arrive pas à donner mon prix de condiment, je vois les 10 millions qui pointent à l'horizon, mais moi j'ai dit non, mon enfant il va partir, donc il va falloir sensibiliser tout le monde. Ça ne doit pas s'arrêter seulement dans le cadre du monde sportif. Il va falloir même sensibiliser les parents pour leur dire qu'il faut leur montrer qu'il y a un moment pour tout. Il faut qu'ils acceptent d'attendre leur moment pour aller. Sinon, nous avons beaucoup de jeunes. Par exemple, il y a un jeune malien qui était annoncé comme le Salif Keita du football malien, mais il a disparu. Alfousseni Karambé. C'était le meilleur joueur du Mali, mais il est parti, il a disparu carrément. Voilà, c'est parce qu'il est parti au moment où il ne devait pas aller, il est parti là où il ne devait pas aller. Moi, je crois qu'il va falloir sensibiliser les parents et les joueurs eux-mêmes pour arrêter ça. Alors, il n'y a pas que les joueurs d'ici, il y a d'autres qui ont évolué pratiquement durant toute leur carrière en Europe. Les Vincent Doucantier, comment est-ce que ces jeunes-là parviennent à se perdre également?
Là aussi, en Europe, c'est une toute autre réalité. En fait, là-bas aussi, c'est la jungle, hein, c'est la loi du plus fort, où souvent, par malchance aussi, parce que votre club peut être rétrogradé pour des raisons administratives, il peut être rétrogradé pour des raisons sportives, et ensuite, il peut y avoir des changements au niveau de la direction des clubs, et là, si vous ne rentrez pas dans le schéma de l'entraîneur ou de la direction sportive du club, là, ça pose des problèmes. Je prends un exemple sur les Girondins de Bordeaux des années 90, qui était une bonne équipe en France et même en Europe, mais qui a été rétrogradée de façon administrative. Et malheureusement, la plupart de ces joueurs ont disparu dans la nature lorsque l'équipe a été rétrogradée. On a même retrouvé 2 ans plus tard des joueurs en division d'honneur, c'est-à-dire 5 divisions en dessous. Donc ça veut dire qu'il y a le côté chance aussi de la vie qui compte. Alors, cette Coupe du Monde se déroule au moment où la FIFA est secouée par des scandales de corruption. Est-ce que le Mali, les dirigeants sportifs qui représentent le Mali, au niveau de quelques instances que ce soit, le Mali doit s'inquiéter aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense même pas que l'Afrique doit s'inquiéter. Parce qu'on a beaucoup parlé de Hayatou qui serait impliqué. Malheureusement, en vérifiant les informations, on a vu que non, il n'y avait pas de problème. En fait, c'est une affaire de gros sous et les affaires de gros sous se passent en général entre les gros bonnets. Entre les gros bonnets. Donc, vous voyez que l'Afrique n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Bon, et puis, il y a d'autres relents derrière cette affaire qui pourra faire l'objet d'un débat. C'est sûr. Alors, Bakara Diallo, le foot reste une question de gros sous. Est-ce que cela joue sur la qualité, le résultat aujourd'hui des équipes nationales? Absolument, absolument. L'argent, c'est les nerfs de la guerre. L'argent, c'est pourquoi l'Europe domine le football. Parce que là-bas, il y a les gros sous. C'est pourquoi Blatter est parti. Parce qu'en Europe, il y a les gros sous et l'Europe ne les soutient pas. C'est ça. Donc l'argent joue un grand rôle dans ces trucs. Alors qu'est-ce que l'argent fait comme dégâts dans un club ici au Mali, au Sénégal? Ici, comme dégâts, l'argent, peut-être, c'est la corruption, hein, parce que si l'argent fait dégâts, l'argent ne fera que corrompre. C'est la corruption qui est un dégât. Sinon, l'argent est la bienvenue pour le football. Hein. Est-ce que cette corruption que l'on voit un peu partout en Europe existe dans les clubs maliens? Dans les clubs maliens, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Parce que je ne veux pas gérer les rumeurs, quoi, à ma connaissance. Est-ce qu'il y a des moments où les clubs subissent des chantages, par exemple, de la part de leurs joueurs? Des joueurs? Si, les clubs subissent, surtout sur le plan transfert. Parce que les joueurs veulent partir très tôt. Je reviens un peu en arrière, parce que nous avons parlé de retenir un peu les joueurs qu'ils méritent. Vous savez, maintenant, on peut les retenir. Mais avant, on ne pouvait pas les retenir parce que les gens se rajeunissaient plus, sachant que réellement, l'âge qu'ils avaient, l'âge de football qu'ils avaient n'était pas leur âge réel, ils ne pouvaient pas attendre. C'est une forme de corruption également. Oui, avant. Mais maintenant, avec l'informatisation et avec la formation, je pense que ça commence à disparaître et que, voilà... Peut-être, c'est sur le plan. Les effets de l'argent diminuent. Voilà. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Ousseini Guindo, et des dirigeants sportifs, Mohamed Soumaré, analyste sportif, et Bakara Diallo, journaliste sportif. Merci à vous. Merci infiniment à vous, messieurs, pour décrypter donc cette émission qui était consacrée à la prestation des Aigles juniors maliens à la Coupe du Monde 2015 en Nouvelle-Zélande. Les Aigles sont donc qualifiés pour les quarts de finale et le prochain match sera donc contre l'Allemagne. Bonne chance donc aux Aigles du Mali. Alors merci infiniment à vous, chers auditeurs, pour avoir suivi cette émission et pour nous avoir reçus chez vous. Merci à travers les 23 radios partenaires du studio Tamani. Nouhoum Diré était à la technique et je suis Famoussa Sidibé. Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission. Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Merci et bonsoir. Le
Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibero. Halud Mauni. Sheniberi. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.